À l'extrême nord du Sénégal, aux confins du désert du Sahara, Saint-Louis est posé sur des bancs de sable entourés par les eaux. Cette ville archipel navigue entre deux mondes, l'océan Atlantique d'un côté et le fleuve Sénégal de l'autre. Saint-Louis constitue la pointe avancée de l'ancienne Sénégambie, un vaste territoire incluant le Sénégal que les Français ont conquis au XVIIe siècle. Parmi les militaires qui forment le bras armé de la colonie française, débarque ici en 1873 un jeune soldat nommé Julien Viaud. Ce jeune homme d'une bonne famille charentaise ne s'appelle pas encore Pierre Loti et n'est pas encore un grand écrivain voyageur. Mais c'est à Saint-Louis du Sénégal, justement, que son talent artistique va s'épanouir. Loti peindra des aquarelles, remplira des carnets de voyage. Mais il va surtout trouver ici matière à écrire son premier récit romanesque, le roman d'un spahi. L'histoire d'un Français transplanté au Sénégal qui y connaît un grand amour. Ce récit, empli d'exotisme, dévoile au lecteur une Afrique encore peu connue et décrite avec la sensibilité d'un poète. À l'époque de Loti, Saint-Louis n'est pas relié à la terre ferme par un pont comme aujourd'hui. On arrive alors dans ce bout du monde par bateau, en suivant l'embouchure du fleuve Sénégal. Quand le jeune officier de la marine, alors âgé de 23 ans, y fait escale, il découvre un comptoir colonial en plein essor, débordant d'activités et de sensations dépaysantes, dans la chaleur moite des tropiques. Quand on arrivait à Saint-Louis, on sentait l'odeur d'arachide. Et donc, il y a des odeurs comme ça particulières, le henné ou certains produits que les femmes mettent, qui sont des produits traditionnels, ou l'encens qu'on met dans les maisons, ça donne tout ça une atmosphère un peu différente de ce qu'on a à Paris ou à Bordeaux. Pierre Loti commence par noter toutes sortes d'observations sur la ville et ses habitants, en ethnologue, plus qu'en écrivain. Et il a permis d'écrire et de raconter un peu cette vie saint-louisienne de l'époque. Saint-Louis, la plus ancienne ville européenne d'Afrique occidentale, fondée en 1659, a été baptisée en hommage au roi de France, dont Louis IX. Mais c'est 2 siècles plus tard que fut conçu son plan orthogonal avec une baguette de militaire par le gouverneur Faidherbe. La cité coloniale impressionne Loti par ses successions de maisons de commerce près du quai. Tenues à l'époque par des négociants, venus pour la plupart de Bordeaux, elles sont souvent aujourd'hui transformées, comme celle-ci, en maisons d'hôtes. Là, on est dans le patio d'une vieille maison coloniale qui était une maison de commerce bordelaise. Et toutes les maisons avaient un patio et une cour intérieure qui permettait aux gens qui étaient là dans les maisons de commerce de s'abriter du soleil, parce qu'ils avaient peur du soleil. Et donc, ils se mettaient à l'ombre des arbres comme ça, ils mettaient des nattes par terre, ils faisaient la sieste à l'ombre et en profitant de l'air qui circulait dans ces patios. Tout le bas de ces maisons, c'était des entrepôts dans lesquels ils stockaient les marchandises. Le haut était la partie où résidaient tous les commerçants, c'est-à-dire les Bordelais. Et donc en bas, c'était plutôt des Africains, et en haut, plutôt des Blancs. Des marchandises apportées d'Europe transitaient ici, aux côtés de produits venus de lointains villages africains par le fleuve Sénégal, qui contribuaient à l'atmosphère envoûtante des lieux. À l'époque, la maison était en pleine activité. C'était des grands entrepôts remplis de marchandises. C'était des sacs de nourriture, de n'importe quoi, de charbon, de gomme, de sucre, je ne sais pas, enfin, tout ce qui pouvait, des tuiles, enfin, tout était rempli. Et il y avait un entrepôt qui était aussi grand que la maison, qui était rempli sur 20-30 mètres, qui était que des marchandises qui attendaient d'être embarquées. Et tous les jours ou tous les 2 jours, il y avait un bateau qui partait. Loin de l'effervescence des quais, Pierre Loti préfère loger chez l'habitant local.
en particulier chez ces femmes métisses descendantes d'une union entre un colon blanc et une africaine, qu'on appelle des signares. Ces dames, belles et fortunées pour la plupart, ces figures quasi romanesques de la société saint-louisienne, feront naître chez Loti l'idée d'un des personnages du roman d'un Spahis dont le héros tombe amoureux. Chez les signares, Pierre Loti trouve en effet, sinon l'amour, du moins une seconde famille. Quand il est arrivé ici, il a dû sentir tout de suite une chaleur une chaleur au sens propre et figuré, avec les gens qui l'accueillaient, qui le nourrissaient sans rien lui demander, et qui sont devenus un peu remplacer sa mère, sa sœur, tous les gens qu'il avait abandonnés en France. L'ambiance pittoresque de ces maisonnées invite le jeune homme à l'écriture et aux divagations de l'imaginaire. En bas, de grandes cours, où venaient s'accroupir dans le sable les chameaux et les maures du désert, où grouillait un bizarre mélange de bétail et de chiens, d'autruches et d'esclaves noirs. Ces maisons sont ouvertes. On entend, comme maintenant, le bruit des oiseaux, on entend les bruits de la rue, on entend le tam-tam, on sent les odeurs, tout en étant dans sa maison. Il y avait des lions, il y avait des guépards. Moi, petit, je ne sais pas de l'époque de Pierre Loti, mais quand j'étais petit, il y avait un guépard à la maison. Mon père l'a donné quand on est né, parce qu'il avait peur qu'il nous mange. C'était l'Afrique, telle qu'on la voit, telle qu'on l'imagine dans les films de l'époque. Quelques dizaines de mètres séparent la ville de Saint-Louis d'une autre bande de sable s'étirant sur une trentaine de kilomètres entre l'océan Atlantique et le fleuve. Cette barrière naturelle est joliment nommée la langue de Barbarie, car y poussaient autrefois des figuiers de Barbarie. Cette langue est animée par le village de pêcheurs de Guet-Ndar. S'y accrochent par milliers de longues pirogues à éperons, à museaux de poissons, comme les décrit Loti. Aujourd'hui, le village est bien plus dense qu'alors, mais Guet-Ndar reste un lieu à part, où l'Afrique a repris ses droits sur l'Europe coloniale. Quand j'étais petit, d'ici, de l'île, on voyait bien le village de Guet-Ndar avec ses cases. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations en dur. C'est venu après. Et alors, ça faisait une impression étrange pour nous qui étions les citadins, les habitants de l'île. Guet-Ndar était vraiment un quartier tout à fait hors du monde. Hein. C'était le Japon, si j'ose dire. Hein. Quand on traverse le pont, on est à Guet-Ndar, on est dans un autre espace. Au contact de ce monde-là, la plume du jeune Loti se délie chaque jour un peu plus. Le village de pêcheurs deviendra même l'un des décors principaux du roman d'un Spahis. Ce Spahis, un cavalier de l'armée coloniale, qui pourrait d'ailleurs être Loti lui-même. On voit bien que Loti est bien rentré dans le cœur de ce village. Il a saisi un peu l'âme de ce village de Guet-Ndar. À l'époque, on pratiquait beaucoup la danse folklorique, le sabar, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est une chose qui a beaucoup interpellé Loti. On le voit bien dans le roman d'un Spahis. Hein. Au XIXe siècle, la langue de Barbarie était plus sauvage encore qu'aujourd'hui. Pierre Loti aimait à parcourir à cheval ces longues plages de sable qui faisaient encore alors 4 à 5 kilomètres de large et constituaient pour le jeune homme une terre d'aventure et de découverte. Loti sort d'ailleurs aussi ses pinceaux et ses aquarelles et observe avec fascination les différentes ethnies qui peuplent la langue de Barbarie. Il y avait là des figures extraordinaires venant de l'intérieur, des caravanes pittoresques de Maures ou de Peuls qui descendaient la langue de Barbarie, des tableaux impossibles à chaque pas chauffés à blanc par une lumière invraisemblable. La langue de Barbarie
est ce qui sépare et unit en même temps l'océan et les différents bras du fleuve Sénégal. Ce fleuve a toujours joué un rôle essentiel. À l'époque de Loti, il charriait toutes les marchandises. Les perles, la gomme arabique, la poudre d'or, les peaux, acheminées par pirogue pour être entreposées à Saint-Louis. Des routes rejoignent aujourd'hui la ville, mais les fleuves sont toujours empruntés. Toutes les voies, tous les fleuves qu'on voit là, tous les bras de fleuve, en fait, des petits bras de fleuve où les gros bateaux ne peuvent pas aller, servent quand même au commerce, au transport de marchandises, de personnes surtout. Et on emmène les gens des villages qui habitent dans les îles, sur les bras de fleuve, en ville, pour aller voir le médecin, pour faire des courses, pour vendre des légumes, pour vendre du poisson. Sauvages et exotiques, la faune et la flore de la langue de Barbarie attirent l'œil du dessinateur Loti. Il n'hésite pas à s'aventurer en pirogue le long des fleuves, à la différence de ses amis militaires qui préfèrent le confort de la ville. Et c'est un peu dans ces zones-là où Loti aimait se promener à l'époque et qu'on pouvait y croiser des lions, des crocodiles, enfin plein d'animaux sauvages qui ont malheureusement disparu aujourd'hui. Mais c'était des zones très sauvages, on va dire, au vrai sens du terme. Cette nature n'a pratiquement pas changé depuis. Le parc de Djoudj, à une 60aine de kilomètres de Saint-Louis, abrite environ 3 millions d'oiseaux. Ce sanctuaire vital mais fragile constitue un havre de paix pour ceux qui le parcourent, comme aimait tant à le faire Pierre Loti. Il s'évadait, il s'échappait. Il y trouvait la paix, une paix qu'il pouvait trouver peut-être que là, ça lui permettait d'être tranquille pour dessiner, pour penser. Et donc il fuyait un peu peut-être la civilisation, entre guillemets, et sur chaque bras de fleuve qu'il a essayé, il vivait une petite aventure. C'est cette rencontre avec l'exaltation et la poésie de ce bout d'Afrique qui donnera naissance au roman d'un spahis. Publié 8 ans plus tard, en 1881, le premier roman signé Pierre Loti rendra ce nom aussitôt célèbre. Saint-Louis, la ville archipel, classée aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO, aura fait d'un jeune marin français d'à peine plus de 20 ans l'un des premiers grands écrivains voyageurs.